Bonjour et bienvenue à bord de cette édition spéciale d'InOut proposée par Le Monde et TVR. 4 étapes pour parler de la ville de demain. La ville au féminin, la ville connectée, la ville idéale. Et pour cette émission, bien vivre en ville. Car au fond, qu'est-ce qu'une ville vivable ? Comment permettre à la ville de devenir productrice de bien-être et de santé ? Eh bien, pour y répondre, je vous propose d'embarquer avec moi dans ce bus électrique à travers Rennes, où nous allons retrouver nos invités. Nous allons plonger sur le terrain avec des reportages à Montréal et à Rennes, mais aussi découvrir des archives du 19e siècle. Et enfin, le point de vue de la jeunesse, un riche programme, un vaste programme qui, je suis sûre, vous intéressera. Suivez-moi, c'est parti. On se retrouve dans ce bus qui va nous guider pendant toute cette émission sur le bien vivre en ville. Et je retrouve ma première invitée, Chloé Voisin-Bormouth. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice des études et de la recherche à la Fabrique de la Cité et auteure d'un rapport intitulé « Les villes productrices de santé » paru en octobre 2020. Et donc vous allez être avec nous pendant toute cette émission pour parler du bien vivre en ville. Et ma première question est très simple finalement. Quelle est votre définition d'une ville où il fait bon vivre ? Si je devais retenir une définition de la qualité de vie en ville, je m'appuierais plutôt sur celle de l'économiste Amartya Sen qui pose la question sous la forme de l'épanouissement, à savoir dans quelle mesure une ville nous permet de nous accomplir, de réaliser les buts que nous nous sommes fixés nous-mêmes. Et ça, je pense que ça permet de couvrir un champ de possibles assez important. Alors on va le voir, tous ces champs de possibles justement dans cette émission. Alors par rapport à tous ces gens qui veulent vivre en ville, il faut savoir qu'on est quand même assez nombreux et que ça va empirer, je ne sais pas si on peut dire empirer ou augmenter, puisque 68% de la population mondiale, selon l'ONU, vivra en ville en 2050, contre 55% aujourd'hui. Et le problème, c'est que 41 millions de décès ont lieu chaque année à cause de ce qu'on appelle des maladies de civilisation. Qu'est-ce que c'est maladies de civilisation ? Alors sous ce terme, on va entendre toutes les maladies qui ne sont pas les maladies infectieuses transmissibles. Donc on va entendre par exemple les cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, mais également la question de l'obésité et les maladies mentales. Donc toutes ces maladies sont devenues effectivement la première cause, et ça c'est quelque chose qui est très nouveau, c'est la première fois dans l'humanité que ces maladies non transmissibles sont devenues la première cause de mortalité dans le monde et concernent un quart des décès prématurés. Donc c'est pas quelque chose qui est négligeable, mais ça pose un défi considérable, notamment dans la ville, parce qu'on se rend compte que la thérapeutique qui a été développée, la thérapeutique à la fois technologique et médicamenteuse, qui est extrêmement efficace, il ne faut pas l'oublier, mais l'ensemble de ces thérapeutiques reste insuffisante, non pas seulement pour guérir ces maladies, mais aussi en réduire la prévalence. Et c'est là où on voit qu'il y a une interaction forte entre les modes de vie en ville et l'apparition et le développement de ce type de maladies. Et pourtant, les villes ont lutté depuis des années, voire plusieurs siècles, contre les maladies, contre les épidémies. Quels changements majeurs sont apparus dans les villes et dont on hérite aujourd'hui ? C'est très intéressant comme question parce que avant, quand on n'avait pas cette thérapeutique médicamenteuse et technologique extrêmement évoluée, on ne pouvait pas s'appuyer dessus pour pouvoir soigner les maladies. Donc un des espoirs, c'était celui de pouvoir traiter toutes les causes extérieures et non pas les causes internes des maladies, mais ce qui pouvait influer sur le corps. Donc à savoir la question de l'air, la question de l'eau, la question également de l'interaction entre le corps et la nature. Donc de quoi on a pu hériter pendant toutes ces années, donc en termes d'architecture, d'urbanisme. On a beaucoup traité de la question de l'assainissement, donc notamment on peut penser aux grands travaux haussmanniens qui ont permis d'assainir la capitale. On peut penser également aux trottoirs, parce qu'une des caractéristiques pour pouvoir se prévaloir et se prémunir des miasmes, donc qui étaient ces effluents qu'on ne voulait pas sentir, c'était de se surélever. Donc les trottoirs faisaient partie d'une de ces stratégies. On a également tout l'accès à la nature. Pensons par exemple à Le Corbusier, avec l'architecture moderne, qui s'était pensé comme grand chirurgien, qui voulait détruire une partie de la ville pour pouvoir donner un plus large accès à la nature, pour pouvoir avoir de l'air frais. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui une ville qui n'essaierait pas juste de maintenir ses citoyens en bonne santé, mais qui serait productrice de santé ? Et là, c'est une très très grande tension. Parce qu'on peut bien dire que finalement, si un maire nous dit « Venez habiter chez moi, vous serez en bonne santé », finalement, tout le monde va se précipiter, c'est formidable comme objectif. Mais si un maire commence à dire « Venez chez moi, vous serez en meilleure santé »,
Là, on peut sentir que est-ce que j'ai vraiment envie que quelqu'un me dise qu'est-ce que c'est que la meilleure santé? Est-ce que finalement, au lieu d'agir uniquement sur les conditions extérieures, donc l'environnement qui va pouvoir nuire à ma santé, est-ce qu'il va falloir aussi que j'adopte des comportements qui sont plus sains? Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire des comportements plus sains? Qu'est-ce que ça veut dire la santé, la bonne santé ou la mauvaise santé? Et finalement, on se rend bien compte que cette question des villes productrices de santé, elle est loin d'être anodine, elle est particulièrement intéressante et tout à fait légitime, mais elle nécessite de mener un débat public sur les normes et les valeurs qui sous-tendent ce contexte de santé pour qu'on puisse se dire finalement on va jusque-là. Alors, autre paramètre à prendre en compte dans les villes, c'est la place de la nature. C'est un rôle à jouer très important dans les villes d'aujourd'hui et dans les villes de demain. Et c'est justement ce qu'on va voir avec Julien Dossier, l'invité qui va vous rejoindre dans ce bus électrique qui nous promène dans la ville de Rennes. Et je vais vous proposer de voyager un tout petit peu puisqu'on va partir à Montréal, découvrir des rues qui ont été végétalisées. On les appelle les ruelles vertes. C'est un reportage d'Hélène Jouan et de Gladys Bonassi. Montréal, 1 800 000 habitants. Ses buildings, ses embouteillages, ses parcs et son secret, ses ruelles vertes. Des espaces publics situés à l'arrière des habitations que les citoyens se réapproprient pour ramener un peu de campagne à la ville. Ici, dans le fond, l'asphalte, le béton a été enlevé pour faire place à ce petit sentier avec le jardin. L'idée, c'était d'avoir des plantes, là, autant des tulipes pour le printemps que d'autres espèces de fleurs pour avoir une floraison presque de mai à octobre. Une des fiertés de la ruelle, la ruche collective installée dans un jardin. Chaque année, on récolte le miel qu'on partage avec les gens de la ruelle. C'est que c'est toujours le fun de goûter le miel des fleurs. C'est que ça motive à jardiner. En ce début de printemps, la floraison est encore timide, mais elle se prépare en amont. Chaque riverain de la ruelle est mis à contribution. Salut, ça va bien? Ça va bien. C'est vraiment les citoyens qui s'occupent de l'espace public, si on veut. C'est comme ici, on voit, ça c'est un bon exemple là, de plate-bande. Comme ici, c'est Lynn et Chantal. Dans le fond, Lynn et Chantal ont dû remplir un formulaire. Bon, c'est pas un contrat qui n'a sûrement pas aucun aspect légal, mais l'idée c'était de se commettre à pouvoir engager, entretenir la plate-bande pour que ça reste joli. Honnêtement, sans l'engagement des citoyens, ça ne fonctionnera pas. Là. C'est que c'est vraiment c'est le moteur là, des ruelles vertes, la participation citoyenne. Le verdissement des ruelles répond à une nécessité. Depuis une décennie, Montréal a connu plus de 100 vagues de chaleur extrême. On se rend compte que c'est très minéral. Les étés deviennent de plus en plus chauds à Montréal à cause des changements climatiques. On peut avoir des 35-36 degrés des fois. Donc, on se retrouve dans une chaleur qui est un peu intense. Donc, c'est important de réduire les îlots de chaleur. Arbres, plantes, outils, bancs et jeux d'enfants, la ville aide ces ruelles vertes à sortir de terre pour améliorer la qualité de l'air et la qualité de vie des habitants. On ne pourrait pas avoir un comité citoyen seul qui décide de faire une ruelle comme c'est sur le domaine public. Il manquerait les appuis. Mais d'un autre côté, si l'arrondissement venait seul, puis on n'aurait pas d'appui citoyen, bien, les ruelles ne seraient pas investies. Donc, c'est vraiment le double rôle des deux qui est important. Là. Les ruelles vertes amènent vraiment ce côté collectif, vert. Le vert, c'est la vie. On dit aussi que jouer dans la terre, hein, c'est bon pour la santé mentale. Alors, il faut encourager les gens à se parler. La première ruelle verte est née en 1995. Il en existe aujourd'hui 454 à Montréal. De nouvelles fleurissent chaque année et c'est toute la ville qui se redessine. À l'échelle de la ville, à long terme, ça fait une différence. Il y a tellement de béton en ville, il y a tellement peu d'espace pour avoir des plantations puis de la verdure. Je pense que c'est des espaces qui sont sous-exploités. Chaque geste compte. Julien Dossier, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes fondateur de Quattro Libri, un cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies de transition écologique. Mais pas que, vous êtes aussi spécialiste de la ville durable et auteur de Renaissance écologique, on en parlera. Que nous apporte la ville, la nature en ville? On l'a vu dans ce reportage à Montréal. Les gens ont l'air plutôt épanouis. C'est ça qu'on attend? Oui, c'est à la fois ici immédiatement dans le reportage un vecteur de lien entre les habitants.
On sent que de plus en plus aussi, c'est un vecteur d'adaptation au changement climatique, la nature en ville. On en a besoin pour lutter contre l'effet d'îlots de chaleur urbains. On a une énorme différence de température dans les milieux denses minéraux en ville et les milieux où la nature est plus présente, notamment dans les forêts. Il y a un écart de jusqu'à 7 degrés de température entre Fontainebleau et Paris-Centre en période de chaleur. Donc plus on peut réintroduire la nature en ville, plus on aide la ville aujourd'hui à s'adapter. On la rend plus belle, on la rend plus agréable, on crée du lien, on peut aussi participer à son alimentation avec des exemples comme les incroyables comestibles qui sont aujourd'hui bien connus. Mais je pense qu'il faut aussi se garder d'une fausse bonne idée. L'agriculture urbaine est utile, plus peut-être dans sa dimension sociale que dans sa dimension alimentaire ou agronomique. Parce qu'il faut bien se rappeler que ce n'est pas en ville qu'on va faire pousser les céréales, le blé, qui est quand même la base de notre alimentation. Et donc il faut se dire ce qu'on pourra faire pousser en ville, faisons-le pousser. Et protégeons surtout les terres alentours sur lesquelles on va pouvoir maintenir notre capacité de nous nourrir. Parce que du coup, dans la nature, quand on parle nature, on pense arbres, on pense parc, mais c'est aussi ça, la présence de champs éventuellement aux alentours des villes. Absolument. Juste avant de continuer, Chloé, santé et nature, ça fait la paire ? Alors ça fait la paire, oui et non. Tout dépend quelle nature. Et effectivement, dans ce reportage, et c'est exactement ce que Julien a dit, on voit une nature qui permet de faire le lien entre les différents habitants puisqu'ils s'en occupent eux-mêmes. On voit les enfants, on voit les adultes. Donc ça, ce lien est très important et on le voit notamment sur la question de la santé mentale, le lien avec cette nature et un support de santé mentale. Mais par contre, pas n'importe quelle nature. Pourquoi ? Parce que pensons par exemple au fait que l'ensemble des villes se sont construites avant tout contre la nature, pour se protéger de cette nature sauvage, angoissante. Et là, on peut revenir sur ce concept très, très médiatique actuellement des forêts urbaines, où on peut se demander est-ce que c'est une vraie bonne idée ou une fausse bonne idée, au sens où la forêt dans les villes peut aussi être facteur d'angoisse. Et donc, il y a des études qui ont été menées pour voir à quel pourcentage de couvert végétal, à partir de quel pourcentage de couvert végétal, on commence à ressentir plus d'angoisse que de plaisir. Donc là, je serais assez nuancée sur cette nature. Et justement, Julien Dossier n'est pas très d'accord. On va lui redonner la parole. Et une question justement pour rebondir sur la réponse de Chloé. À partir de quand la nature a commencé à sortir de la ville ? En fait, on a vu je pense que la différence, c'est à partir du moment où on a réussi à alimenter les villes autrement, grâce notamment au train. C'est le propos de Caroline Steele dans Hungry City, quand elle montre que l'arrivée du train a allongé considérablement les distances d'approvisionnement. Auparavant, pour avoir de la viande fraîche, il fallait avoir de la viande qui marche en ville. Et on n'allait pas la faire traverser des kilomètres et des kilomètres, ou alors on était limité par les voies fluviales. L'arrivée du train, et plus généralement ensuite de l'ère automobile et du transport routier, avec l'essor du fret, considérablement réduit le besoin de maintenir des capacités productives et alimentaires à proximité des zones habitées. Il faut se souvenir qu'Arpajon, Montreuil étaient des zones qui participaient à l'alimentation du quotidien des Parisiens. Aujourd'hui, on peine à se souvenir de ces fonctions-là. On a encore des traces de leur fonction nourricière avec les murs à pêche de Montreuil, par exemple. Et on a aussi déspécialisé les fonctions qui étaient réservées comme des poches d'alimentation et on les a urbanisées. Et sur la présence de la nature, justement, vous réagissiez tout à l'heure au propos de Chloé sur cette nature qui peut parfois faire peur, il faut trouver le bon juste milieu. Vous en pensez quoi ? Pour moi, il y a deux niveaux de réponse. Un premier, c'est que déjà, on a besoin de plus de nature, de plus de biodiversité pour aussi nous aider à nous adapter à des menaces nouvelles. Je pense à la dengue et au chikungunya qui sont véhiculés par des moustiques, le moustique tigre. Et aujourd'hui, de nombreuses personnes disent qu'il faut impérativement recréer de l'habitat pour la chauve-souris en ville parce que c'est notre meilleur allié pour nous protéger de ces moustiques dangereux. Et là, on a besoin de démultiplier les habitats, démultiplier les espèces et au contraire de plus en plus de nature. Ça fait partie justement de notre arsenal parce que ici, on est devant une impasse autrement. On ne peut pas avoir la fumigation pour nous protéger des moustiques. Donc, on va avoir besoin de construire des habitats. Et puis, dans un deuxième niveau, je pense qu'il faut aussi voir le pendant peut-être du propos de Chloé sur le fait que les urbains qui avaient accès à la nature, qui avaient des jardins. Alors, on revient sur votre propos, c'est pas n'importe quelle nature, laquelle
ces gens-là qui avaient accès à la nature ont mieux vécu psychologiquement le poids du confinement. Ils ont pu faire baisser les tensions, gérer moins de stress. Et moi, plus généralement, j'aurais tendance à nous inviter collectivement à voir la nature comme étant notre assurance vie, comme étant notre source d'inspiration, comme étant notre passeport pour l'avenir, et à dépasser justement peut-être l'image du petit chaperon rouge qui avait peur de la forêt dans laquelle se tapissait le loup, pour voir notre allié. J'ai en tête les travaux de Nicolas Gilsoul sur la ville, j'ai aussi en tête les travaux de Baptiste Morisot qui nous positionnent en diplomates, et j'espère que cette crise que nous traversons va nous amener à nous redéfinir comme partie prenante de la nature et non pas extérieure, où on pourrait se poser la question de la peur ou du désir. Si on est partie prenante, on fait partie d'un ensemble, et donc on a notre rôle et notre place à trouver, et puis nos alliances à consolider, nos partenariats, le temps qu'on y consacre, et plus on consacrera de temps également à cette nature, moins on en aura peur. Alors vous êtes spécialiste de la ville durable. Aujourd'hui, à quoi ressemblent les villes durables de 2021? Est-ce qu'on est plutôt bon élève en France, ou il y a encore du progrès? Non, on n'est pas bon élève. Franchement, quand on voit qu'on n'arrive pas à stopper l'étalement urbain, qu'on n'arrive pas à déminéraliser les villes, et puis qu'on n'arrive pas à réduire la place de la voiture en ville, au contraire, que on voit le poids moyen des véhicules s'alourdir, qu'on n'arrive toujours pas à déployer un plan vélo, franchement, il n'y a pas de quoi pavoiser. Donc, de ce point de vue-là, on peut peut-être s'inspirer de quelques poches qui existent, de bons exemples ici ou là en France, mais aussi ailleurs. Mon propos, c'est probablement il n'y a pas un exemple. Je pense qu'il faut qu'on sorte de l'idée qu'un village d'Astérix puisse exister où on a la potion magique et là on est dans une ville durable. C'est une illusion et c'est dangereux parce que pour ceux qui n'ont pas la potion magique, ils se diront c'est pas pour moi puisque moi je ne peux jamais correspondre à ce modèle-là puisque pour telle et telle raison, je ne corresponds pas au modèle. Et donc, je ne me concerne pas, et donc, j'abandonne. Là, on doit, au contraire, viser une élévation globale de notre tissu urbain, de nos politiques urbaines, de nos investissements urbains, de notre culture et de la pratique de la ville, pour nous emparer de ce défi, comme étant un défi d'innovation, de transformation, de rénovation, de création d'emplois, de richesse, de valeur et de sécurité. Donc c'est si on s'empare du défi qu'on va y arriver. Et au contraire, ne pavoisons pas, faisons le bilan. On est dans une situation de crise, on n'est pas bon, et bien investissons. Alors avant de continuer ce débat, je vous propose de retrouver notre journaliste Olivier Razemont, qui est spécialiste des mobilités et qui va justement nous parler de cette voiture qu'on adore détester, en nous prenant un exemple en Italie, où on a réussi à trouver un juste milieu. Je vous propose de regarder. Bien vivre en ville, c'est y marcher sans entrave, c'est laisser courir les enfants, c'est admirer le patrimoine architectural, c'est accéder facilement au transport public. Bien vivre en ville, c'est aussi pouvoir discuter sur un banc ou à une terrasse de café. Tout simplement, bien vivre en ville, c'est profiter de l'espace public parce que la plupart des citadins ne possèdent pas de jardin et certains même pas de balcon. Mais pour ça, il faut pouvoir profiter pleinement, c'est-à-dire ne pas être embêté par le bruit des klaxons, ne pas être embêté par la pollution, par l'omniprésence des voitures. Il se trouve que dans les villes italiennes, il y a un outil qui répond parfaitement à tous ces objectifs à la fois. C'est ce qu'on appelle la ZTL, la zone à trafic limité. On en trouve aussi bien à Florence, à Bologne, à Turin que dans des villes de quelques milliers d'habitants ou aussi dans des stations balnéaires et touristiques. Alors comment fonctionne ce dispositif ? Dans une ZTL, les seuls véhicules qui sont autorisés à circuler, ce sont les véhicules qui ont quelque chose de précis à faire. Clairement, ce sont les voitures des riverains, des commerçants, des livreurs, évidemment aussi les bus et les taxis. En revanche, dans les ZTL, il n'y a pas ce qu'on appelle le trafic de transit, c'est-à-dire les voitures qui ne font que traverser la ville et qui n'ont rien de précis et qui n'apportent rien de précis à la ville. Le résultat dans une ZTL, c'est que l'ambiance est plus apaisée, il y a moins de bruit, il y a moins de pollution. Les habitants peuvent circuler facilement à pied et à vélo, ils peuvent faire leurs courses, ils se retrouvent le soir d'été dans les villes italiennes à la fraîche pour discuter. Et ça donne une ambiance beaucoup plus agréable. Curieusement, alors que la ZTL est un outil efficace et souple, la France l'utilise assez rarement. Quand on regarde le succès dans les villes italiennes, on peut se dire qu'on pourrait le multiplier beaucoup plus en France. Et par exemple, dans les villes françaises, les jours de marché, les soirs d'été dans les villes touristiques, il pourrait y avoir comme ça des ZTL qui faciliteraient notamment la circulation piétonne. Et finalement, si bien vivre en ville, c'était vivre à l'italienne. De retour dans ce bus qui nous balade à travers la ville de Rennes pour parler du bien vivre en ville. Chloé Voisin-Bormuth, ces expériences-là, par exemple de ZTL,
Est-ce que ce sont des exemples inspirants? Est-ce qu'il y a des pays qui vous inspirent pour mettre en place ce bien vivre en ville? Oui, tout à fait. C'est un exemple qui est très inspirant. Dès qu'on parle d'Italie, effectivement, surtout actuellement, on a un peu les étoiles plein les yeux. Mais ce qui me semble plus intéressant dans cette expérience, c'est le fait qu'il s'appuie aussi sur une conception très temporelle de l'urbanisme. À savoir, c'est ce que Olivier Rezemont expliquait, c'est qu'il peut y avoir des moments où on va davantage ouvrir les portes de la ville et d'autres moments où on va davantage les fermer pour pouvoir donner place à des activités qui permettent de mieux occuper l'espace public. Ils ne sont pas figés en fait. Exactement. Donc ça me semble être très intéressant, sachant que sur cette question de la voiture en ville, de la place à lui donner, il faut toujours être très précautionneux au sens où, comme vous le disiez très justement, on adore détester la voiture, mais il faut bien comprendre que généralement ce type de zone se concentre sur la ville-centre, mais les gens qui viennent de l'extérieur, eux, ont souvent besoin de la voiture. C'est pas des grands méchants qui viennent prendre la voiture uniquement pour polluer. En compte, en fait. Voilà, en fait, ils ont parfois besoin. Donc la question de l'accessibilité de la ville-centre est absolument essentielle et pour pouvoir la garantir à tout le monde, il faut avoir une gestion extrêmement souple. Et on retrouve cette gestion très souple, notamment dans la ville de Vienne en Autriche dont je vous parlais tout à l'heure, qui a eu une politique qui est très intéressante, qui est celle de diminuer certes la part de la voiture, mais par contre de réussir à la maintenir pour toutes les personnes qui sont contraintes d'utiliser leur voiture pour ne pas donner l'accès à la ville-centre uniquement aux habitants de la ville-centre. Alors Julien Dossier, on va rester en Italie puisque vous avez proposé une fresque de la Renaissance écologique inspirée d'une fresque de 1338 réalisée à Sienne d'Ambrogio Lorenzetti, dans laquelle vous expliquez quelles sont les transformations à opérer dans la ville et vous proposez 24 chantiers. On ne va pas tous en parler, mais si vous en avez 2-3 à nous citer comme ça. Je voudrais faire écho aux propos de Chloé justement pour illustrer que déjà cette fresque elle est composée à moitié d'une ville, un espace bâti, et moitié d'une campagne. Et c'est la réunion des deux qui forme une ville. On a besoin d'une ville et d'une campagne. Si on a de quoi nourrir la population qui habite en milieu urbain, c'est préférable. Et parmi les chantiers, on voit émerger la question de l'agriculture urbaine, périurbaine, on voit la question de la biodiversité, on voit la question de l'eau. Et évidemment, dans l'espace urbain, c'est la construction, c'est les comportements de consommation qui déterminent aussi notre besoin, notre dépendance par rapport à la voiture. Plus nous avons un tissu de proximité, plus nous pouvons réduire nos distances, moins nous dépendons de la voiture. C'est des exemples qui nous amènent aussi, avec ce schéma d'ensemble, à nous projeter sur une vision, une représentation, un système qui nous permet de nous projeter dans un avenir possible. C'est une des clés aussi, un des chantiers, c'est la culture pour nous engager, nous impliquer et nous amener à nous raconter nous-mêmes des histoires les uns aux autres. On a besoin de faire travailler notre imagination et de créer du lien entre nous et cette fresque qui participe. Et justement, pour créer du lien, il faut motiver les gens qui participent, notamment les habitants, puisque là on est en train de parler de créer finalement des projets de société. On ne peut pas créer des projets de société que dans des bureaux à partir de gros dossiers. Comment on implique les habitants? Comment on fait en sorte qu'eux aussi veulent participer à ce bien vivre en ville, Chloé? Alors là, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts, que ce soit la participation, que ce soit les consultations. Donc on a toutes sortes de dispositifs qui sont impliqués pour pouvoir donner cette parole aux habitants. Je pense que là, on a encore beaucoup à inventer et notamment à s'adapter à chaque type chaque type de population. Parce qu'on voit bien que sur les dispositifs habituels, on a toujours le même public qui intervient et qui donne son avis. Donc il faut réussir à aller chercher la parole auprès des habitants, de ceux qui sont les plus vulnérables et ceux qui sont les plus éloignés de ce type de parole, et réussir à trouver une bonne balance, un bon équilibre entre la parole habitante et la parole de l'expert et la parole du politique, en voyant que chacun a son positionnement, et c'est le compromis entre les trois qui permettra d'avoir un projet débattu et sensé pour l'ensemble de la société. Julien Dossier, vous parlez justement de la force du collectif pour agir. Oui, et il me semble aussi qu'aujourd'hui on a besoin de nouveaux outils pour pouvoir parler de cette participation. Et je pense qu'on a besoin de ce que j'appelle des kits d'amorçage d'usage, des boîtes à mieux, les BAM, pour donner les outils qui permettent de changer les usages. Par exemple, un composteur, par exemple, une épicerie vrac dans un food truck, donc qui apporte le commerce là où il manque. Et ce sont des petits équipements urbains qui nous manquent aujourd'hui, mais qu'on peut faire émerger avec soit
du financement participatif ou des banques ou des investissements publics, mais pour moi le propos c'est comment est-ce qu'on s'équipe très vite pour agir. Peut-être c'est faire pour dire. Une autre façon d'impliquer, c'est pas simplement d'imaginer, mais d'entreprendre. Alors quand on parle du bien vivre en ville, on pense aussi au bien vieillir en ville. Et ça passe par la solidarité, par les liens entre les habitants. Et donc on vous propose de rester à Rennes avec un reportage qui va nous faire découvrir des lieux intergénérationnels qui favorisent l'échange et l'entraide, notamment entre les familles et les personnes plus âgées. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage réalisé par Marion Leduin pour TV Rennes. Le bien vivre ensemble et le bien vieillir en ville, tout un programme. C'est celui de la résidence intergénérationnelle Le Cours des Arts à Rennes. Plus qu'un habitat, cet ensemble de 8350 mètres carrés propose 6 ateliers d'artistes, 3 cellules commerciales, des lieux de vie communs et un jardin partagé. Une innovation avant tout axée sur la création de liens sociaux et l'accès à la culture et à l'art. Dans ce quartier de Beauregard, c'est un véritable village en ville qui compte 119 logements, dont 85 en accession à la propriété et 34 en location, destinés à différents profils de résidents. Cette mixité générationnelle au sein du Cours des Arts s'est faite, je dirais, naturellement. Quant aux financements qui ont été proposés dans le cadre de l'accession à propriété, on a proposé des prêts en primo-accédant, donc forcément on a un profil plutôt jeune. Et sur le bâtiment locatif, on a aussi réservé un volume de logements, appartements meublés à des futurs résidents moins de 30 ans, jeunes salariés. On a réservé aussi 11 logements à des habitants seniors, plus de 60 ans. Donc en lien avec la direction habitat social de la ville de Rennes, du coup on est allé chercher des demandeurs de logement qui pouvaient répondre à ces critères-là. Lauréat de l'appel à projet de Rennes Métropole en 2013, le promoteur social Néotoa reste dans la continuité de ses actions en faveur de la lutte contre l'isolement. Lors de la livraison du programme en avril 2019, Marie-Bernadette, âgée de 83 ans, a pu enfin emménager dans un habitat participatif et accessible financièrement, un moment tant attendu. Ce qui m'importait sans doute le plus, c'était de m'assurer que je pourrais vivre des relations de voisinage qui seraient bien au-delà de la civilité, mais qui iraient un peu plus dans le partage. Et on est attentifs les uns aux autres et on prend des nouvelles. Et la mixité, moi je suis pour, ça me fait une stimulation, c'est intéressant. La cuisine équipée, la buanderie collective, la salle commune, le jardin, les lieux ne manquent pas pour rencontrer ses voisins. Mais ce projet d'innovation sociale va encore plus loin en proposant une typologie de logement pour le moins inhabituelle. Nous proposons sur ce bâtiment locatif 8 appartements avec pièces partagées. Chacune des pièces partagées est accessible par un appartement de type 4 qui est occupé par un ménage et un appartement de type 2 qui est proposé à un habitant senior. L'idée c'est de créer par le biais de cette pièce, du lien intergénérationnel. Donc cette pièce partagée fait 10 mètres carrés. Ça peut être une chambre d'amis, ça peut être un salon, ça peut être une pièce dans laquelle on va partager un café. Il y a des activités diverses qui sont possibles, qui sont effectivement au choix des occupants. Le Cours des Arts est la première expérimentation de résidence intergénérationnelle à Rennes, un projet reproductible avec déjà 2 nouveaux programmes similaires en ville. Alors peut-on finalement bien vieillir en ville, Chloé ? C'est une question absolument fondamentale étant donné que le vieillissement est une réalité dans nos villes mais aussi dans nos campagnes. Et le reportage nous a montré une initiative qui est très intéressante au sens où elle s'attaque directement à une des grandes problématiques qui a aussi trait à la santé environnementale, à savoir la question de l'isolement et de la santé mentale. Et c'est une question qui est à ce point fondamentale qu'au Royaume-Uni, on a même créé un ministère consacré à l'isolement et aux personnes seules. Problématique qu'on a bien connue cette année passée. Exactement. Et c'est naturellement une problématique qui s'applique encore plus aux personnes âgées. Donc cette question des résidences intergénérationnelles et même cette question plus globale du co-living, du co-working, du tout ce qu'on veut est une question très intéressante. Et il y a une initiative aux États-Unis qui viendrait peut-être compléter finalement ce qui nous a été présenté, c'est celle des NORC, qui là c'est vraiment une initiative qu'on nous a présentée qui est celle d'un promoteur qui décide de faire de
intergénérationnelle. Mais aux États-Unis, dans ces quartiers de Nord, c'est comment est-ce qu'on peut réussir avec des habitants qui sont déjà en place et qui vieillissent en place pour mettre en place tout un système de services qui permettent aux personnes âgées de rester chez eux et de bien vieillir sans partir directement en maison de retraite, tout simplement soit parce qu'elles sont seules, soit parce que c'est plus compliqué d'avoir quelqu'un qui vient livrer les courses ou apporter du soin à domicile. Donc là, on voit que cette question du vieillissement est de plus en plus traitée par une multiplicité d'acteurs et c'est très heureux qu'on arrive à finalement avoir ce champ qui est investi par plus que les seuls bailleurs ou ceux qui organisent des maisons de retraite. Et c'est une question qui est absolument centrale dans la construction des villes de demain. Julien Dossier, quand on veut créer cette démarche de bien vivre en ville, est-ce qu'il faut une approche globale des politiques? C'est-à-dire qu'on va penser à la fois habitat, urbanisme, transport. C'est nécessaire pour prendre en compte tous ces paramètres? Ça aide, évidemment. Et on peut aussi parler d'alimentation parce qu'il y a aussi des recettes à transmettre avec des savoir-faire de transformation, des produits frais, avec une saisonnalité. Et ce sont des savoir-faire qui sont très anciens dans nos cultures. Et donc, utilisons aussi cette transmission d'une génération à l'autre. En Italie, il y a un exemple de transmission des recettes de pasta des grands-mères. Et faisons vivre ces patrimoines. Et pour ça, on a besoin d'une proximité, comme l'évoquait Chloé. Donc, on a besoin aussi de réduire la vitesse dans les villes parce que c'est rassurant pour des personnes qui sont un peu moins mobiles de ne pas se sentir frôlées par un véhicule qui va très vite. On a aussi besoin de réduire les distances, donc la proximité. Donc on a besoin de travailler sur la politique foncière pour réserver des commerces de proximité, limiter les installations de grandes surfaces en périphérie des villes. Tout ça, ça crée de la dépendance et on voit également que la pratique active de la mobilité, on a parlé de la marche, mais que ce soit également le vélo ou vélo à assistance électrique, ça prolonge la durée de vie en bonne santé des personnes qui sont amenées à avoir une durée de vie de plus en plus longue. Je pense que de manière plus large, on peut en effet élargir la gamme des acteurs. Éloi Laurent parle d'une protection sociale écologique. Et on a devant nous une réinvention des missions de la sécurité sociale et des mutuelles. On a devant nous des chantiers d'investissement, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec de nouveaux équipements, de nouvelles infrastructures et de nouveaux modèles économiques. Il va falloir qu'on puisse penser à la valeur que nous créons quand nous justement maintenons un commerce de proximité. C'est aussi une valeur qui va se mesurer dans des années ou des mois de vie à domicile qui vont retarder l'éventualité d'un départ vers une maison de retraite ou un hôpital. Donc il y a de la valeur dans ce commerce de proximité qui ne se mesure pas uniquement par le prix de la baguette de pain. Donc on voit effectivement que ces différentes dimensions sont très intimement liées les unes aux autres, qu'elles forment un système, qu'il y a devant nous plusieurs étapes à franchir, avec aussi pour nous une culture de la transition, pour démarrer petit et changer d'échelle par étapes. Et la période que nous vivons actuellement, cette période de transition en quelque sorte, est-ce qu'elle est propice à mettre en place ce genre de nouveaux projets de société, selon vous, Chloé? Oui, je pense. Après, la question est dans quelle mesure ces nouveaux projets de société seront durables. Et donc là, on revient sur la grande question d'un débat qui est nécessaire, de façon à ce qu'on ne soit pas sur un effet de mode et un effet d'opportunité, mais sur un véritable changement en prenant en compte à la fois le court terme, parce qu'il faut toujours, quand on change, il faut avoir des quick wins, des gains rapides qui permettent à tout le monde de se sentir bien et de voir que c'est en train de changer, mais il faut savoir articuler ce court terme à du moyen terme et à du long terme. Et pour ça, il faut énormément de pédagogie et donc aussi énormément de débats publics. Alors Chloé Voisin-Bormuth, vous dites dans votre rapport donc intitulé « Les villes productrices de santé » que le champ de la santé environnementale reste encore trop affaire de doctrine et de politique. Qui alors pour mettre en place de tels projets de ville? Tout le monde. Je pense que là, tout le monde doit absolument se sentir concerné par cette question de la santé environnementale parce que ça ne peut être que le produit d'une articulation entre l'ensemble à la fois des comportements individuels, mais aussi l'ensemble des manières de construire la ville. On ne peut pas penser la santé environnementale comme un secteur qui fonctionnerait en silo. C'est finalement quelque chose qui doit irriguer et changer la façon de construire la ville, mais donc ça concerne absolument tout le monde. Et on est, comme le disait Julien, sur une vision extrêmement systémique. Et si les citoyens vivent bien en ville, est-ce qu'ils vivront bien tout court, partout?
Oui, je pense qu'on a devant nous une question de citoyenneté, de projet commun, de soin à l'autre. On va avoir besoin d'être très attentifs les uns aux autres pour traverser les crises de notre siècle. Donc soyons bien dans notre peau, bien dans notre cœur, et puis tournons-nous vers les autres. On va sortir de l'individualisme, besoin de se lier. La ville est un creuset pour ça. Et si en plus c'est un vecteur d'intégration et de relier, pour nous relier à cette infrastructure biologique qui est notre assurance vie, on parlait d'assurance tout à l'heure, moi je suis ravi d'imaginer cette projection, ce futur qui est désirable parce qu'il y a tant à faire. Merci beaucoup Julien Dossier. On va passer à notre dernière partie d'émission. Chloé Voisin-Bormouth, vous restez avec nous. Et pour continuer cette émission, nous vous proposons un coup de projecteur dans le passé pour parler du futur. Ça vous semble un peu abstrait? Eh bien pas du tout, vous allez voir, regardez. À la fin du 19e siècle, romanciers et illustrateurs imaginent la ville du futur. Comme le montre cette gravure d'Albert Robida, éditée en 1883, le monde qu'il envisage alors n'est pas toujours très rose. Il est même plutôt très gris. Atmosphère suffocante, omniprésence du bruit jusque dans les foyers, la ville du futur y apparaît comme invivable. En un mot, le bien-être et la santé des habitants sont loin d'être au rendez-vous. Dans son roman d'anticipation intitulé Le XXe siècle, Albert Robida évoque même les dégâts occasionnés sur le monde vivant. En témoigne cette grenouille, ce poisson et cet oiseau qui agonise dans des échantillons de rivières et d'atmosphères polluées. Et si les villes du futur sont imaginées comme invivables, celles de l'époque de Robida connaissent déjà de nombreux problèmes. Au premier rang desquels, les épidémies. Au XIXe siècle, la peste circule encore beaucoup. Le choléra fait des dizaines de milliers de morts en France dans les années 1830 et 1840. Et la tuberculose est responsable de près de 80 000 morts par an jusqu'à la fin du siècle. C'est dans ce contexte que deux médecins français, Louis-René Villermé et Alexandre Parent-Duchâtel, développent un discours hygiéniste. Dans les années 1820, ils font partie des premiers à dresser un lien explicite entre l'insalubrité des villes et le développement des maladies. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, les villes commencent donc à se doter de réseaux d'égouts pour évacuer les latrines et les déchets des usines. En parallèle, on met en place les premiers services de ramassage d'ordures. Jusque-là, les immondices jonchaient bien souvent les trottoirs et rendaient l'atmosphère irrespirable. Vers la fin du XIXe siècle, on voit aussi fleurir en ville les premières fontaines d'eau potable et les urinoirs publics. Pour contrer la sensation d'enfermement ou d'étouffement de certains citadins, on invite à végétaliser les villes, à créer des parcs ou planter des arbres. Et puis, comme le montre cette affiche, on conseille aux citadins d'aérer systématiquement les lieux clos pour faire entrer la lumière et recycler l'air. Des conseils de bon sens que l'on applique toujours aujourd'hui, qui semblent bien actuels par temps de pandémie. Merci à Lucie Berland, Mélodie Da Fonseca, Thomas Edoux et la BNF pour cette pastille qui nous renvoie dans le passé. Et pour cette dernière partie d'émission, on retrouve une nouvelle invitée, Valentine Ras, bonjour. Bonjour. Alors il était important pour nous et pour moi, du coup, de faire parler la jeunesse dans cette émission, puisque c'est vous qui construisez la ville de demain. Mais avant d'expliquer pourquoi vous êtes parmi nous dans ce bus électrique qui fait le tour de Rennes, peut-être votre regard sur ces images d'archives qu'on vient de voir. Quel message transmettre, on aimerait transmettre à ceux qui les ont dessinées? Je dirais qu'on retrouve beaucoup de thématiques encore d'actualité et qu'on a quand même réussi à faire des villes, des endroits où on est capable de vivre aujourd'hui quand même très bien. Mais qu'on a encore du travail peut-être à faire sur justement notre vision à la nature, comment on intègre tout ça, sur la pression qu'on exerce sur notre environnement pour peut-être les rendre encore meilleurs et continuer du coup dans cette voie-là. Chloé Voisin-Bormouth, votre avis, ce message qu'on pourrait passer à nos ancêtres? Que finalement, est-ce qu'ils étaient visionnaires? Oui, ils étaient visionnaires et en même temps on a fait quand même du bon boulot depuis le 19e siècle. Mais effectivement des thématiques qui ont été abordées de type la question du bruit sur laquelle on a
finalement assez peu avancé aujourd'hui, reste tout à fait d'actualité. Donc, et peut-être là où ils ont été visionnaires et ce qu'on avait un petit peu oublié, c'est effectivement cette question des épidémies qui peuvent revenir, qui sont cycliques. Ça, on l'avait très clairement oublié. Alors Valentine Raz, vous êtes étudiante et vous êtes membre d'Horizondel, qui est une association qui depuis 2018 cherche à valoriser la biodiversité en ville. Pourquoi vous êtes impliquée dans ce domaine ? Je pense que c'est d'abord un cheminement personnel, une sensibilisation, quand j'étais jeune, notamment par ma mère, des conférences très inspirantes de Pierre Rabhi, qui m'ont fait que j'ai voulu me tourner dans ma carrière professionnelle, mes études sur ce domaine de l'environnement, et que j'ai souhaité, dans mon master, à la fin de mon master, mon stage de fin d'études, pouvoir vraiment pleinement me consacrer à cette question de l'environnement et de la ville, parce que c'est quelque chose qui nous entoure et qui, je pense, qui nous fascine tous. Et de belles opportunités aussi de travail. Alors justement, vous défendez la place de la biodiversité dans les villes. Pourquoi elle trouve difficilement sa place, cette biodiversité ? Alors quand on parle biodiversité, ça va être notamment par exemple les animaux, les oiseaux, on les a beaucoup entendus pendant le confinement, mais pourquoi c'est quand même compliqué ? Elle trouve difficilement sa place parce que dans la façon dont on a construit les villes, on a cherché quand même à les dénaturaliser en fait, par le bétonnage, par toutes les contraintes en fait que l'étalement urbain exerce sur cette nature. Et aujourd'hui, les villes exercent beaucoup de pression sur la nature, soit la pollution lumineuse, la pollution de l'air, la disparition des milieux, qui fait que petit à petit, on a chassé cette nature, mais qu'on cherche aujourd'hui, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut la réintégrer, parce que finalement, on en a besoin pour mieux vivre en ville. Alors, avec votre association Horizondel, vous aidez à la fois les particuliers, les mairies, les collectivités à réintroduire cette biodiversité. Comment ça se passe ? Quels conseils vous leur donnez ? Ouais, alors en fait, on a mis en place une méthode d'analyse locale de la biodiversité où on va venir analyser donc une ville avec l'aide d'indicateurs qui vont être des indicateurs à la fois biologiques, donc comprendre les milieux naturels qui sont présents, les espèces présentes, mais aussi comprendre la pression que cette ville exerce sur ces milieux, donc comme je disais tout à l'heure, la pollution de l'air, pollution lumineuse. Et ensuite, on va venir compléter cette étude par des indicateurs sociaux, également de politique publique, pour vraiment comprendre aussi comment les différents acteurs de la ville interagissent avec cette biodiversité. Parce que le but de notre étude, c'est pas de mesurer pour mesurer, mais c'est vraiment de mesurer pour pouvoir agir, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cette action. Et en fait, en comprenant comment est-ce que les différents acteurs se positionnent, sont sensibilisés, quel potentiel d'action en fait ils vont avoir, on va pouvoir cibler les actions les plus pertinentes à mettre en place donc progressivement dans la ville pour pouvoir réintroduire cette biodiversité. Alors on a parlé depuis le début des villes en général, au pluriel, mais est-ce qu'on agit pareil dans toutes les villes ? Alors je pense que non, et c'est un peu ce qu'on essaye de voir aussi avec notre étude, c'est qu'en ciblant aussi les milieux qui sont présents, en ciblant comment se positionne la population, on voit bien que non, on ne va pas mettre en place le même plan d'action dans toutes les villes et qu'il faut savoir s'adapter justement en fonction d'où en est la ville dans sa transition, quels sont les acteurs, quelles sont les envies pour pouvoir, le but c'est pas de forcer mais c'est de faire peut-être une transition douce et d'amener en fait petit à petit et de semer des petites graines dans les différents acteurs pour pouvoir réintroduire cette biodiversité. Oui, voisin Bormouth, la place de la diversité, de la biodiversité dans les villes, c'est ce qui fait que les villes deviennent des villes durables ? C'est peut-être un petit peu raccourci, mais ça en fait partie, oui, naturellement. Effectivement, pour toutes sortes, parce que la nature va remplir beaucoup de services écosystémiques, mais encore une fois, tout dépend de la manière dont elle va pouvoir être utilisée. Et je prendrai seulement un exemple. Si on se rapporte toujours à la question de la santé, c'est toutes les espèces ne vont pas offrir les mêmes services, et notamment certaines vont au contraire peser sur le système de santé au sens où elles vont provoquer de nombreuses allergies. Donc, et notamment la ville de Rennes on avait fait l'expérience lors d'un précédent mandat où justement la question avait été posée quel type d'essence on va pouvoir planter de façon à limiter les allergies ou à limiter justement les moustiques en fonction aussi du type de biodiversité qui va être plantée. Donc là-dessus, il faut toujours avoir une attention derrière les très bonnes idées qui en sont. Il faut avoir une attention au milieu et c'est justement ça ce qu'appelle la biodiversité, c'est une attention au milieu géographique, géologique, à tout ce qui fait que la biodiversité va offrir des services. Et après, on peut s'interroger aussi, parce qu'on parle beaucoup de services écosystémiques, est-ce que la nature peut être réduite à cette question de services écosystémiques ou est-ce que du coup ça n'ouvre pas aussi à une certaine marchandisation
de la nature. Et on voit aussi certains problèmes sociaux qui peuvent être, c'est le paradoxe de la végétalisation, certains problèmes sociaux qui viennent après des forts épisodes de végétalisation, où justement la valeur foncière du fait que les quartiers sont plus végétalisés augmente très fortement, et les populations les plus vulnérables et les plus pauvres sont rejetées en dehors des quartiers et sont remplacées par des personnes plus aisées. Donc là-dessus, on voit bien que tout est imbriqué et qu'il faut avoir véritablement une attention à la fois au quartier et savoir doser. Alors Valentine, avec votre association, vous faites beaucoup de sensibilisation. C'est important de justement sensibiliser le grand public pour prendre en compte la biodiversité. C'est une première étape. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental en fait. C'est ce qu'on a besoin en fait pour pouvoir mener des actions pérennes, que les habitants en fait s'impliquent dans les projets. Ça permet de les rendre en fait acteurs de leur territoire. Et je pense que ça rejoint un peu le discours de tout à l'heure sur les actions. C'est qu'on a besoin un peu de créer un nouvel imaginaire autour de tout le monde et d'apporter à nouveau de l'émerveillement en fait autour de cette nature, pour pouvoir en fait la rendre de nouveau importante et lui rapporter la valeur en fait qu'on lui a peut-être enlevée au cours des années. Alors pour l'instant, Horizon d'Elle agit dans la région Rhône-Alpes. Oui. Est-ce qu'il y a des projets d'élargissement dans toute la France? Est-ce que demain on pourra suivre une campagne de sensibilisation en Bretagne ou à Rennes? Pourquoi pas demain? Quels sont les projets? Ouais, alors tout d'abord on essaye vraiment de s'implanter là durablement sur la métropole de Lyon, et après on est sur un modèle quand même qui est très réplicable, et voilà, on veut vraiment que notre méthodologie soit transparente et voilà, qu'il puisse aussi se reproduire partout, donc pourquoi pas dans d'autres villes de France, oui. Une dernière question pour conclure cette émission à vous deux. Si on devait passer un message ou en tout cas une action phare que vous voudriez mettre en place pour favoriser le bien vivre en ville, ce serait quoi? Demain, on vous donne une baguette magique et vous agissez. Moi, voilà, c'est cette question de l'émerveillement que je trouve très importante. C'est peut-être rendre tout ça de nouveau à tout le monde pour qu'on puisse en fait agir derrière et voilà, peut-être repenser en fait la vision qu'on a de la société, de la nature et tout ça. Chloé, une action à mettre en place là tout de suite demain, je vous donne les clés, vous pouvez le faire. Ce ne sera pas une action, ce sera plutôt un point d'attention, au sens où je dirais que bien vivre en ville, c'est un très très beau projet auquel on va tous adhérer, mais on met tous derrière cette question du bien vivre quelque chose de différent, et il faut respecter cette différence de point de vue, savoir l'écouter et donc savoir en débattre en société. Merci à vous deux, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à nos invités, merci également à ceux qui ont permis sa réalisation. Je pense notamment aux équipes du Monde, Isabelle Henbel, Laetitia Venécoute, Olivier Razemont, mais aussi aux reporters de terrain et à toute l'équipe de TV Rennes qui nous a aidés à la réaliser. Je pense aussi à Yannick, notre chauffeur, qui nous balade depuis tout à l'heure de façon très délicate, donc tout s'est bien passé. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission, tout aussi intéressante, je suis sûre, toujours sur TVR et sur lemonde.fr. À très bientôt.